Hop, bienvenue à tous pour cette vidéo un peu particulière. On va dire, j'ai appelé ça un tutoriel. Je pense que ça s'y prête bien. C'est tout simplement une vidéo pour vous raconter un peu toutes les bases et même les points un peu avancés du système de combat sur SNH, sur Shinobi no Watan. Donc moi c'est Thomas, créateur, etc. Et je suis avec Jérémy aujourd'hui, Bonjour à tous. qui est le papa officiel forum et aussi admin technique. Et on a fait ce petit diaporama pour vous. Histoire de, comment dire, on sait que visuellement c'est toujours bien d'avoir un support. On ne sait pas encore si on traduira vraiment par écrit tout ce qu'on parle ici. De toute façon, ça peut se retrouver sur des topics sur le forum comme le guide de combat, le règlement général, enfin ce genre de choses. Et puis de toute façon, on tient tout le temps à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous le saurez sûrement pour ceux qui écoutent, cette vidéo elle n'a pas été faite, enfin il n'y a pas eu de live, donc là il n'y a pas de réaction des membres, vous pourrez réagir soit sur la description de la vidéo YouTube, soit sur le petit message qu'on postera sur le forum. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des trucs comme ça. Voilà, si jamais on remarque qu'il y a la moindre faute ou quoi, on modifiera directement sur la vidéo. Donc voilà. Vite fait, donc le sommaire en quatre parties. Introduction, donc c'est vraiment comment dire ce que vous devez savoir limite même avant de vous inscrire sur le forum. Parce que c'est vraiment les trucs un peu basiques, le tour par tour, savoir comment ça fonctionne vraiment, le combat, le contour du combat. Principe de base, donc ce qu'il faut savoir avant de faire le moindre combat. Principe important, c'est vraiment pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises au cours d'un combat. Et principe avancé, c'est quand vous voulez aller plus loin, les trucs un peu facultatifs, etc. Donc on va faire, comme on avait dit Jérôme, on va faire un sujet sur deux, je commence, et puis Ouais, on va alterner, voilà, on va alterner. ça sera très bien. Donc introduction, le tour par tour. Donc sur le forum, le système qui est en place, c'est le tour par tour. Donc avec le petit, ici vous voyez, technique. Donc chaque tour est composé de plusieurs personnages, forcément, qui agissent, on va dire, une fois chacun, qui font un RP chacun. Et chaque tour de personnage englobe des techniques. Chaque personnage utilise des techniques, des actions. Le truc important à retenir, qui, bon, voilà, c'est plus ou moins quand même fait à l'heure actuelle. Parce que je rappelle que là, on fait cette vidéo, en ce moment, il y a un gros event, l'acte 6. Donc c'est aussi le bon moment pour sortir la vidéo. Donc en ce moment, non, je pense que c'est globalement tout le monde le respecte, mais c'est de faire un spoiler ou un hide. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous savez pas comment faire, n'hésitez pas à demander, les membres le savent de manière générale. Donc un petit truc caché pour résumer à la fin de votre RP, donc 4 choses, le résumé de vos actions, donc un petit descriptif, mon personnage saute sur l'arbre et puis fonce sur tel truc pour utiliser telle technique, voilà. Un résumé de son chakra restant, un résumé de sa santé, et les techniques utilisées durant son tour, donc si vous utilisez des techniques, il faut les mettre, à moins que ce soit des actions cachées. D'ailleurs, les actions cachées, je crois qu'on l'a pas mis dans le sommaire, on en parlera vite fait à la On fin. abordera ça à l'occasion. Donc voilà, tour par tour, pas très bien compliqué. Donc voilà, je passe, je te laisse la main. Ouais. Alors ensuite, les techniques et leurs rangs. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il y a 5 différents rangs techniques qui vont de D à S. C'est calqué en gros sur les grades que vous pouvez avoir en RP, sauf les rangs D, bien sûr. On ne vous prend pas pour des brels. Euh, Donc évidemment, dépendant du rang de la technique, vous aurez accès à des effets plus ou moins puissants. Par exemple, une technique de vol ne pourra être que de rang B minimum, vu que c'est un effet assez puissant. Euh, du coup, mais vous pouvez aussi très bien imaginer des techniques basiques de très haut rang qui sont représentatives de la spécialité de votre personnage. Alors, les techniques de rang A et S sont un peu particulières puisque vous n'y aurez accès que au travers de votre pouvoir spécial ou des spécialités que vous maîtrisez particulièrement, donc spécialité supérieure ou pouvoir spécial, spécialité. Mais dès lors que vous possédez une spécialité, vous avez accès, quoi qu'il en soit, aux techniques de rang D, C et B
de cette spécialité. Et on considère de façon générale qu'une technique, quel que soit son rang, sauf les rangs D bien sûr, peuvent avoir un maximum de 2 effets distincts. Des effets qui sont donc à un rang inférieur au rang de la technique. Par exemple, si on prend une technique de rang B, si vous voulez décomposer ces effets en deux, elle aura 2 effets de rang C. En gros, voilà. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour les bases, hein. De toute façon, ce qu'on explique, Oui, bien sûr. c'est les bases d'un système. Il y a des archétypes, il y a des modèles, il y a des trucs comme ça, mais vous avez pu le voir depuis que vous êtes inscrit ou quand vous lirez le règlement, etc., c'est vous-même qui créez les techniques, donc là-dessus... Voilà, c'est juste un squelette que vous pouvez... Non, là, on vous présente, c'est vrai, limite, comme j'ai dit, hein, la première partie, l'introduction, c'est vraiment pour limite, si vous êtes en train de vous demander si vous voulez vous inscrire ou comment ça se passe, les combats, etc. RP encadré, donc c'est le système, on appelle ça RP encadré parce que c'est un système où il n'y a pas de statistiques vraiment. C'est tout dans le RP, dans la description, etc. Encadré parce qu'il y a quand même 2 choses importantes, la santé et le chakra qui sont pas vraiment énumérés, ouais, je sais pas comment expliquer, mais qui ont pas de valeur fixe, qui sont pas quantifiés. Exact. Ils sont pas exactement quantifiés. Donc la santé détermine la forme physique et mentale de votre personnage, peut pas être exprimé en pourcentage tout simplement parce que ça a aucun sens. Et donc elle s'exprime donc en français. Donc voilà, par exemple, un exemple, forme mentale parfaite, légère blessure au genou droit. Ça c'est un genre de truc que vous pouvez mettre à la fin de le résumé de votre poste. Et pour le chakra, vous avez un outil, on en reviendra plus tard, l'indicateur de chakra. Ça peut éventuellement, si vous voulez, l'exprimer en pourcentage. Mais bon, c'est pas non plus c'est pas la meilleure solution. Mais donc, de toute façon, le mieux, de toute façon, pour faire au niveau du chakra, c'est de toujours dire ce que vous avez consommé au total, histoire de toujours garder un petit récapitulatif, parce que de toute façon, même si vous dépassez ou vous restez un peu en dehors de l'indicateur du chakra, et ça sera encore expliqué dans un point après, tout ce que vous vous autorisez à vous l'autorisez également à l'adversaire. Donc l'important, c'est vraiment l'important au niveau du chakra, c'est d'essayer de résumer un maximum régulièrement au niveau de vos tours le nombre de techniques que vous faites. Faut tenir ses comptes, en résumé. Voilà, entre 2 logiques. Alors, la logique, c'est un point important du RP en général et du combat aussi, du coup. Faut savoir que donc sur SNH, on a un petit peu on applique un peu une forme de logique hybride, c'est-à-dire que on va à la fois se baser sur une logique basée sur notre réalité pour tout ce qui est enchaînement de techniques, effets de techniques, etc. Et on va aussi piocher un petit peu dans la logique du manga, mais jamais totalement l'un ou l'autre. C'est-à-dire, par exemple, la logique réelle voudrait que, par exemple, un composé chimique ou un composé naturel quelconque a telle propriété, et donc si un joueur voulait maîtriser cet élément, il aurait accès à tel ou tel effet, etc. Or, c'est pas possible. Par exemple, on va pas accorder à un personnage qui maîtrise des toxines, des soins, qui maîtrise un peu de tout sous prétexte qu'il veut maîtriser un élément dans le réel qui a sa physique propriété. Ou chimique, ouais, bien sûr. Voilà. À côté de ça, la logique du manga, on se base dessus sur certains points, mais sur d'autres pas du tout. Par exemple, on peut prendre l'exemple des Kagebunshin de Naruto qui divisent en théorie son chakra autant de fois qu'il fait de clones. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas sur le forum. Une technique de clonage standard qui est de rang B vous permet de faire 5 clones. Ce n'est pas pour autant que ça veut dire que votre réserve de chakra sera divisée en 5. Ah, c'est ça. Par exemple. Vous utiliserez le chakra d'une rang B pour créer ces clones, mais voilà, on n'utilisera pas la logique du manga dans ce cas précis et dans d'autres cas. Tout ça, de toute façon, et le choix souvent de l'un ou de l'autre, c'est souvent pour l'équilibrage. Voilà, ouais, et du coup, pour votre plaisir, hein, parce que on peut parler d'un truc qu'on avait fait il y a longtemps, on avait essayé de voir un peu si on pouvait pas lier les affinités, même secondaires, donc c'est-à-dire toutes les affinités entre elles. Mais le truc, c'est que par exemple,
c'est impossible d'équilibrer la chose. Il y aurait eu des affinités qui auraient été largement au-dessus des autres. Alors que c'est peut-être logique dans la vraie vie, mais Ouais. ouais, c'est malheureusement pas possible. Donc on a D'ailleurs, par exemple, ouais. c'est facile, par exemple, de tirer parti du Shuiton et du Raiton, qui n'ont aucun lien entre eux dans le manga, sur l'échelle des éléments, mais pourtant, on applique bel et bien la logique de le courant électrique est transporté par l'eau, donc Ah, ça c'est dans le à vous manga. de, Voilà. Dans le à vous de manga, tirer les dans le conclusions. manga, c'est une grosse incohérence. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc là, on a fini avec les introductions. Donc, on passe au principe de base. Donc, comme je l'ai dit, c'est, on va dire, la partie qui vous concerne si vous voulez combattre, si vous allez faire votre premier combat. Entre guillemets, lire et écouter avant de faire votre premier combat. Donc, l'équivalence de technique, c'est quoi? C'est que donc forcément, chaque tour est divisé en techniques. Votre personnage fait des actions et fait des techniques. Il y a trois trucs, on va dire, importants à retenir sur l'équivalence de technique. C'est d'abord l'équivalence à rang inférieur. Une technique de rang quelconque équivaudra environ à deux techniques de rang inférieur. Donc là, vous avez un exemple. Deuxième point, pour se défendre, esquiver, parer, donc en gros pour répondre globalement à une technique, il faut utiliser l'équivalent. Pourquoi, donc ça paraît tout con, mais pourquoi c'est quand même important? Ça veut par exemple dire une technique, quand elle est utilisée, si vous voulez y répondre, il faut forcément utiliser une technique. Vous ne pouvez pas dire ouais, je saute et puis ça marche. Je saute, je consomme pas de chakra, je fais pas de technique, ça marche pas. Et puis c'est important, c'est pas une critique, ceux qui ont fait l'erreur entre guillemets ou qui se sentent concernés, etc. Vous sentez pas con. Là on explique juste le principe. C'est pas clair pour certains. Là maintenant on fait la vidéo justement pour ça. On sait d'expérience qu'il y en a qui ont pas assimilé le truc. C'est pour ça que c'est pas grave. Sachant qu'on y reviendra, mais on n'est pas obligé d'utiliser une rang A pour une rang A, il y a des Voilà. combinaisons qui sont possibles, etc. C'est On pour va ça y qu'on revenir. parle, c'est pour ça qu'on parle d'équivalence. On parle pas de. Voilà. Voilà. Et enfin, troisième point, si une technique n'est pas totalement parée, le défenseur subit des dégâts. Ça forcément aussi, c'est important, c'est la base, ça peut paraître con, mais Ça coule de source. c'est important. Sachant que justement, vu que le système est RP encadré et pas statistique, ces dégâts peuvent être traduits de façon logique vis-à-vis de ce qui se passe. Là, vous avez un exemple avec une explosion. La façon dont on peut traduire les dégâts les résiduels, c'est il y a une explosion, j'ai fait un mur, je suis quand même emporté par le souffle de l'explosion. Ça peut être voilà, il y a plusieurs façons de le traduire. Donc c'est pas quand on parle de dégâts, voilà, c'est une manière générale. Justement, les dégâts, on y vient. Ouais. Bon, pas grand chose à Du dire en fait, hormis que Bah oui, voilà, ça vous voilà tout ce qui s'affiche maintenant, ça vous permet en gros de quantifier, de vous rendre compte de l'intensité des attaques en fonction de leur rang. Encore une fois, et c'est bien marqué en ne prenant en compte aucune défense, c'est-à-dire en encaissant une attaque vraiment de plein fouet. Donc du coup, en partant du plus bas, les rangs D sont plus gênantes que vraiment blessantes. À partir du rang C, on est sur des blessures qui peuvent vraiment s'accumuler et avoir un vrai poids sur l'issue d'un combat. Les rangs B, c'est vraiment des blessures qui commencent à être incapacitantes, voilà. dépendant de l'endroit où elles sont. Ça commence vraiment à peser. Et en rang A, à partir de là, c'est vraiment vous avez perdu. Si vraiment vous encaissez une rang A sans aucune défense, vous avez perdu. Vous pouvez vous arranger avec éventuellement votre adversaire pour être encore conscient et pouvoir continuer une forme de dialogue. Hein. Après, c'est entre vous que ça se passe. Mais si vous encaissez une rang A sans aucune défense, vous avez perdu. Et puis bon, après la rang S, on va, ça s'explique de soi-même. Si vous encaissez ça sans vous défendre, ce sera dur de justifier que votre personnage ne meurt pas sur le coup. Donc faites attention. Voilà. Sachant que oui, de toute façon, ça, c'est un peu con, on va pas en parler sans 7 ans, vu que vous avez tout par écrit, mais ça peut vous aider pour plein de choses, pour vous faire une idée de ce que vous faites si vous défendez un peu.
J'ai fait un mix entre défense et défoncer, t'as vu? Ouais. Si vous défoncez, c'est encore pire, hein. Ouais, on Euh, déconseille ça, fortement. Et non, et puis même pour la création technique, le truc, t'as parlé, JRM, la rang B, ça devient incapacitant en fonction de là où c'est normal, ça peut se traduire, vous pouvez en déduire par exemple qu'en rang B, quand vous créez vos techniques, bah, vous pouvez paralyser Voilà, un ouais. membre, par exemple. Ouais. Rendre incapable le personnel en face d'utiliser un membre. Donc voilà, c'est important, et puis voilà, bien entendu, on se doute très bien que le but, c'est quand même d'éviter de se prendre ces techniques-là sans défense. Mais ça vous donne une forme d'échelle de valeur pour voir où est-ce que vous pouvez Ouais, vous situer si vous c'est prenez... la base. voilà. Nombre de techniques, donc par tour. Le nombre de moyens, c'est de 3, donc on vous dit bien que c'est une moyenne. Et ça peut être bien entendu influencé par plein de choses. Bon, les principales sont les signes incantatoires qu'on va voir juste après. La durée des tours et des actions, du tour et des actions, pardon. C'est-à-dire que une technique de ninjutsu, vu qu'elle doit, comment dire, Ouais, une grosse coulée de lave, on va dire, ça va, même toute seule, ça prendra peut-être plus de temps que deux techniques de taijutsu qui vont très vite. Et placement terrain, c'est pareil, ça on y reviendra aussi plus tard. Ça dépend ça dépend de votre placement. Si vous faites un taijutsu et que vous êtes à 500 mètres de votre adversaire, pour aller jusqu'à lui, par exemple, vous mettrez peut-être plus de temps qu'un ninjutsu, alors que si vous êtes plus proche, enfin ça dépend. Donc voilà, c'est les facteurs principaux qui peuvent faire varier le nombre de techniques, sachant que on le répète et on le répétera à la fin. Si vous dépassez un peu cette technique, n'oubliez pas que votre adversaire pourrait faire pareil, quoi. voilà. Et puis tout dépend aussi après du rythme que vous et votre adversaire avez appliqué au combat. Voilà, C'est c'est une vrai moyenne, histoire de vous dire, ouais, bon, j'ai pas d'idée de vraiment comment faire, et est-ce que je suis dans les règles de base, quoi. Sachant que si vous faites trois techniques, là, voilà, c'est comme vous dit, hein, vous pouvez traduire ça comme ça, trois techniques, normalement, vous n'aurez jamais de problème, quoi. Si vous faites trois techniques par tour, vous n'aurez jamais de oui. demande d'arbitrage. Signe incantatoire, hein. Alors, les signes incantatoires, donc, qui sont aussi appelés les mudras, c'est un sujet qui soulève pas mal de questions la plupart du temps. Alors, les mudras, clairement, il y a une seule spécialité qui peut s'en passer, c'est le taijutsu. Toutes les autres spécialités, même si c'est que pour un mudra simple, hein, c'est-à-dire juste l'index et le majeur, voilà, vous connaissez la base, même si c'est que pour un mudra simple, toutes les autres spécialités auront besoin de mudra. Euh, voilà, et donc euh, ça pose pas mal de questions du coup dans la logique des combats et dans leur déroulement. Donc comme c'est indiqué, ce sera à prendre en compte si votre personnage est blessé à la main, il aura peut-être plus de mal à enchaîner les mudras, surtout si c'est un utilisateur de ninjutsu. La question aussi a été pas mal posée autour des genjutsu qui peuvent paralyser donc les victimes. Euh, sans mudra, la victime ne peut pas faire de kai, donc se libérer du genjutsu. Donc à ce niveau-là, il existe donc une exception pour fluidifier en quelque sorte les combats. On ne veut pas bloquer les joueurs dans des situations un peu trop voilà, fermées. Donc c'est quelque chose d'assez souple, mais il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déclarer faire une série de mudras très rapidement et sans aucun problème, alors que le tour d'avant, un adversaire vous a grièvement blessé le bras, ou que Ouais. vous avez... voilà. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte autant dans la possibilité de faire une action, ou dans le temps que ça va prendre pour vous de la faire. Voilà. Ouais, bah c'est tout. Un mudra, en gros, on ne veut pas quantifier les mudras en pourcentage, en rang, etc. Mais c'est quelque chose vraiment auquel il faut faire attention dans le déroulement de vos combats pour respecter une forme de logique et être fair play. Et voilà. Ouais, le réalisme, et puis même c'est plus intéressant, ça vous dit, ouais, au lieu de tout le temps par exemple viser la tête ou viser les jambes, bah, viser les mains ça peut être intéressant pour ça, enfin, ça offre plein de perspectives, plein de trucs intéressants, donc toujours bien. Deuxième, ouais, donc en gros deuxième point, parce que les mudras c'était quand même important pour les membres actuels, hein.
la petite précision, les précisions qu'on a données. Là, pareil, armement et techniques de rendez, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, l'armement, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on entend par armement? C'est toutes les armes, tous les projectiles, tous les équipements que vous disposez. Donc, on, on divise, entre guillemets, 3 types de techniques d'armement. Donc le transport, la création, l'invocation, le transport, affilié à aucune spécialité, vous verrez pourquoi ensuite, c'est que vous avez la technique, vous avez la technique, pardon, vous avez le matériel sur vous. Donc au début de chaque combat, vous l'avez. Vous ne pouvez pas le reproduire, parce que vous l'avez qu'une fois, entre guillemets, en un exemplaire ou en tant d'exemplaires que votre technique vous le permet. Et ces techniques donc ne peuvent pas être répétées, mais vous avez l'avantage de ne pas dépenser de chakras, ce qui est normal. La création, donc souvent affiliée au ninjutsu et ou au taijutsu, c'est créer des armes élémentaires, créer des armes. Ça peut être répété autant de fois que vous voulez, ça demande du chakra à chaque création. Voilà. Et l'invocation, c'est souvent affilié au funjutsu, pardon, et permet d'invoquer des armes à partir du parchemin sceau, donc le funjutsu de base, quoi. Ça peut pas être répété parce qu'en gros, vous stockez chez vous, entre guillemets, c'est comme vous prenez votre parchemin vierge, vous stockez 10 kunai par exemple dedans, ça vous fait une technique de rancée, mais vous pouvez utiliser qu'une fois par combat. Et vous devez bien entendu dépenser du chakra. On considère, contrairement à avant où il y avait une liste un peu plus large, donc on a retiré, c'est pas fait pour, c'était pas fait pour juste pour vous embêter. On considère 3 trucs que vous avez de base, c'est quelques shurikens, quelques kunai, donc shuriken c'est les petites étoiles coupantes, kunai c'est les petits couteaux, et une arme longue, donc style katana, ou ça peut être n'importe quelle petite arme, voilà. Ça de base, c'est-à-dire sans technique. On vous fera pas chier si vous... Voilà. Mais à partir du moment où vous utiliserez, je sais pas, 15 shurikens sans technique, là ça deviendra problématique. Mais donc pour pallier à tout ça, vous pouvez vous armer, entre guillemets, armer votre personnage avec des techniques de rendez, avec n'importe quelle spécialité. Donc c'est-à-dire que ces techniques, c'est donc des techniques de transport. En rendez, il suffit de dire, voilà, mon personnage se déplace toujours avec un katana, et puis voilà. Comme ça, vous aurez votre katana de base qui tout le monde, tous les personnages ont, plus votre technique de rendez qui ne consomme pas de chakra mais qui prend un slot dans votre fiche technique. Avoir 2 katanas, votre personnage il se déplacera et commencera le combat avec 2 katanas. Ok. Donc c'est fini pour les principes de base, on passe aux principes importants. Donc ça c'est pour quand vous combattez, si vous voulez être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc c'est entre guillemets ou des. Ça peut même être carrément sur la création des techniques quand vous Ouais, faites aussi votre un peu FT. ça. Donc ouais, on va commencer du coup par le cycle élémentaire. Donc vous devez connaître au moins un petit peu si vous avez un peu suivi le manga. Donc les forces des éléments et leurs faiblesses. Donc vous voyez bien le Katon qui est supérieur au Pluton, qui lui-même est supérieur au Raiton, etc. La principale nouveauté, j'ai envie de dire, qu'on a faite récemment par rapport à la date de création de cette vidéo, c'est qu'on a augmenté les rapports de force entre les affinités, comme c'est stipulé dans l'exemple, c'est-à-dire que si vous utilisez un Katon de rang B sur un mur Suiton de rang C, donc sur l'affinité à laquelle il est faible, eh bien le mur aura une utilité augmentée d'un rang contre le Katon, et donc pourra le protéger intégralement. Et c'est valable du coup aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous utilisez un Katon de rang C euh, euh, sur une défense de Futon de rang B, eh bien elle sera rabaissée d'un rang. En fait. Elle sera, attendez. Ouais, disons que ça va Est-ce que je me suis pas emmêlé les pinceaux là dans mon explication? un peu, le katon, le katon est supérieur au futon, donc un katon de rang inférieur. C'est que le Katon sur le Futon, c'est pas forcément l'exemple le plus parlant. Disons plutôt que Bah, un Raiton, le vent attise le feu, c'est ça la voilà. logique. Et pour prendre un exemple plus simple à visualiser, un mur d'automne de rang B ne pourra pas stopper un Raiton de rang B. Le Raiton aura une utilité augmentée d'un rang, Voilà. et du coup fera des dégâts de rang A sur la protection. Et là-dessus, Voilà. je rajoute que on n'a pas de problème vu que ces affinités, la logique elle est dans le manga. C'est plutôt logique. C'est plutôt logique aussi dans la vie réelle. Mais c'est surtout que tous les personnages ont au moins au début une affinité. Donc tout le monde en profite. Et voilà, ça crée des petites inconnus dans les combats, etc. Sachant que vous pouvez
pallier la faiblesse d'une de vos affinités via l'option de la spécialité de l'affinité supérieure, pardon, Voilà. qui gomme ce désavantage. Donc ça donne aussi un poids plus important à cette affinité supérieure. Supérieur, c'est exact. Ça, Il faudra bien choisir quoi prendre. Ça, c'est dans les règles. Après, on vous fait pas le listing des règles, mais Voilà. c'est les bases. Mais après, voilà, c'est forcément. En résumé, bien choisir ses affinités, c'est important. Je te laisse aussi faire les archétypes de technique. Ouais, alors les archétypes de techniques, donc du coup là, surtout les techniques offensives, il y a des types de techniques qui reviennent très souvent et qui du coup sont régis par des règles assez carrées. Hein, ce ne sera pas possible de sortir de ce cadre-là. Disons de base, c'est qu'en gros, Ouais, oui. c'est tellement revenu, c'est tellement revenu souvent Et surtout, que ça pourrait créer beaucoup de problèmes si on gommait ce cadre-là et qu'on laissait faire voilà, en dehors. ça vous permet en gros quand vous créez ce genre de technique, et après je te laisse parler, hein, ça vous crée Ouais, ce genre de t'inquiète pas. technique à prendre le modèle de base et à le modifier, mais toujours en gardant à l'esprit que si vous retirez un truc, vous devez en rajouter un, etc. Donc Voilà. ça vous permet d'avoir Euh, voilà, de la base. ouais. Donc les techniques de zone, donc qui ont un effet qui s'applique à toute la zone de combat, ont forcément un effet d'un rang inférieur, forcément. Exception faite des modifications de terrain, qui sont des techniques particulières, qui vous affectent aussi. Mais ça, ce sera peut-être à discuter dans une partie séparée. Il y a juste cette exception-là. Hormis Oui, celle-là, après il y a toujours des toutes les exceptions, hein. voilà. Et sinon, toutes les attaques de zone ont un effet d'un rang inférieur. Mais c'est vrai que la De, modification de terrain, ouais, c'est. ouais. De même, les techniques téléguidées, donc qui ne peuvent pas être esquivées, ont une puissance d'un rang inférieur au rang de la technique utilisée. Euh, car il faut bien compenser le fait que l'adversaire ne peut pas esquiver, évidemment, ça va de soi. Déjà, et puis c'est que, ouais, Voilà. Et donc les charges, donc qui sont aussi quelque chose qui revient très très souvent donc pour les utilisateurs de Taijutsu, ça se décompose en deux choses, c'est-à-dire d'abord un boost de vitesse, donc ponctuel, c'est-à-dire qui agit à un seul moment du combat, c'est juste pendant la charge que vous bénéficiez de ce boost de vitesse, et avec, vous avez la possibilité d'avoir un effet offensif de rang X-1 par rapport au rang de la charge. Euh, Pourquoi Parce que du coup, vous pouvez vous dire que les charges peuvent être très puissantes, dit comme ça, vu qu'elles ont un effet X plus un effet X-1, mais faudra bien penser que les charges seront complètement euh, nullifiées, en fait, par les anticipations, qui sont, elles, des techniques soit de sensorialité, soit en taijutsu, et qui permettent de complètement ignorer les boosts de vitesse et vous offrent des possibilités d'esquive augmentées. Voilà. Donc gardez ça à l'esprit si vous avez pu penser que les charges étaient un peu trop puissantes. ouais. Et puis de toute façon, dans le guide de combat, on vous en retrouverait d'autres. Voilà, ouais. Je vais expliquer plus en détail. Euh, Alors, oui, combo et grosse technique. Alors là, c'est un point aussi important, c'est que notre système, on va dire qu'il s'il devait choisir, il encouragerait plus le combo des techniques que les grosses techniques. On Et l'a, ça se ressent. on l'a fait, c'est fait exprès, hein, c'est pas. Donc on vous explique un peu pourquoi avec les avantages et les avantages. Les combos techniques, c'est pourquoi c'est mieux, entre guillemets, tout simplement parce que ça vous permet d'économiser un peu de chakra, c'est-à-dire quand vous regarderez les indicateurs de chakra, puis même de façon générale, on a essayé de vous inculquer ça. Euh, deux techniques de rang B par exemple, c'est un peu moins qu'une rang A quoi. Donc c'est pour ça qu'on parle d'économie de chakra. Il y a une variété d'effets, donc là-dessus limite double dans le sens où la variété d'effets, vous pouvez faire des choses que vous ne pourriez pas faire avec une grosse technique, sachant que souvent une grosse technique c'est quoi? Deux C'est effets un, maximum. deux effets maximum de base, donc à partir du moment où vous utilisez deux techniques ou plusieurs, bah, vous avez forcément plus d'effets, pardon.
Et aussi parce que en combinant bien vos techniques, vous pouvez faire des trucs entre guillemets insoupçonnés qu'il n'y a pas sur votre FT. Donc de un effet de petits exemples pardon qu'on peut vous donner. Avec la médecine notamment. Ouais, surtout la médecine en fait. Un truc tout con. Un médecin de base ne peut pas soigner à distance. Il doit forcément y avoir un contact. Problème, il est bloqué par je sais pas quoi. Il suffit, même sans dire ça, un truc tout con, clonage, et puis voilà, il fait une technique de clone, c'est son clone qui va soigner le gars à sa Voilà, ouais. place. Un truc que de base il ne pourrait pas faire sans son clone, c'est l'utilisation, c'est un combo de mongol, mais ça reste mongol, un combo de base. Ne dévalorise pas Non, ceux qui ont non, mais l'idée. voilà, non, mais c'est limite, c'est qu'une idée que tout le monde a, mais je pense que si on Mais disait, c'est un combo. je pense, ouais, voilà, je pense que si on demandait de donner un nom à ça, les gens diraient pas combo, et pourtant c'en est un, quoi. Et puis des avantages nécessitent forcément plus d'action. Et puis voilà, et Donc, puis en face, les grosses techniques, c'est l'inverse. Donc gain d'action, forcément. Mais dépenses de chakra légèrement plus légères. Et aussi, oui, des avantages faciles à contrer, dans le sens où vous avez une grosse technique de, par exemple, de rang S, qui va faire des dégâts de rang S sur une seule personne, par exemple. Euh, c'est bien, mais vous pouvez vous en protéger. Le mec en face peut s'en protéger avec une technique de rang S ou plusieurs petites techniques. Et voilà, donc il y a forcément c'est plus facile à contrer. L'attaque à défense. alors, du coup, là, on parle surtout d'attaque contre attaque, en fait, puisque il est possible, en fait, de se défendre avec une technique de votre FT qui est destinée à l'attaque. Euh, Par contre, c'est une manœuvre qui est possible que, comme c'est stipulé là, que si les techniques sont du même type ou de la même forme. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous défendre contre une boule de feu Katon avec un coup de pied. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez vous défendre contre un Katon avec une attaque à vous, ce sera forcément avec un ninjutsu à peu près équivalent qui pourra vraiment entrer en collision et bloquer l'attaque. Ouais. Par contre, oui, tu voulais dire quelque Non, chose? bah, non, mais vite fait que oui, quand on parle de type et de forme, c'est comme ce que tu as dit. Mais par exemple, c'est aussi, ça va de pair avec le fait que c'est pour ça qu'on parle tout le temps d'utilité et pas forcément de puissance. Une technique de Katon, un dragon de feu qui vous fonce dessus, une boule de feu qui vous fonce dessus, vous aurez beau utiliser un kunai et le booster de force avec une technique équivalente, ça n'a rien à Oui, voir. voilà. Et vous ne Ouais, pourrez pas voilà. vous protéger, vous prendrez limite tous les dégâts, hein. Donc, Ouais, tout à fait. Euh, Néanmoins, du coup, comme c'est marqué, hein, même dans le cas où vous vous défendriez comme ça, vous recevrez quand même des dégâts résiduels, puisqu'on considère que bah, déjà vous utilisez une attaque pour vous défendre, donc vous faites un petit peu, vous faites un peu une économie de technique de défense, si vous n'en avez pas sur votre fiche technique, et aussi par logique, puisque si vous lancez un dragon de feu pour rencontrer un autre, vous le lancerez forcément après, et donc l'impact aura lieu plus près de vous et votre dragon aura moins de vélocité. Enfin en bref, tout, vous recevrez des projections et des petits dégâts résiduels qui feront que votre défense ne sera pas parfaite. non, non. C'est fait pour encourager du coup aussi un petit peu le fait d'avoir des techniques de défense dédiées. Ouais, On mais peut voilà. pas. De toute façon, le truc, c'est que on sait toujours, on n'acceptera jamais des techniques qui vous permettent pour un rang de faire plusieurs effets de ce rang-là. C'est pareil, on peut pas accepter qu'une technique offensive, vraiment offensive, puisse vous permettre de vous défendre comme ça facilement. Donc, si on devait résumer, ça serait pas c'est possible de se défendre, mais c'est plutôt c'est impossible de se défendre, mais il y a une sorte de petite exception. Voilà. S'il y a vraiment une idée à retenir, c'est plus ouais, éviter vraiment de vous défendre avec des techniques offensives. C'est pas intéressant, quoi. C'est Ça pas. reste possible dans certains cas si les deux techniques en question sont compatibles, entre guillemets, mais même dans ce cas-là, il faudra prendre les dégâts résiduels en compte au cas échéant. Voilà. Principe avancé, bon, on en fait un chacun. Je te laisse, Ouais. commencer. Je te laisse les lancers de dés.
Ouais, Donc, je vais vas-y, prendre commence par l'indicateur de chakra. Allez, vas-y. Donc l'indicateur de chakra, ça vous permet tout simplement de simuler en fait la quantité approximative de chakra qu'il vous reste après avoir utilisé un certain nombre de techniques. Donc c'est un outil donc, qui est, comme dit, facultatif, vous n'êtes pas obligé de vous baser dessus, mais ça permet quand même de vous donner une idée, quoi, de, par exemple, si vous avez utilisé 3A, 2C et 5D, voilà, est-ce qu'il vous reste un petit peu de chakra, pas du tout, ou est-ce qu'il vous reste presque la moitié, voilà, ça vous permet de vous situer à peu près dans votre réserve. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre, hein, quand l'indicateur vous dit que vous venez d'être à court de chakra, il y a toujours une petite marge, hein, ça dépend aussi après des RP et des enjeux, mais ça, voilà. Ça, De toute façon, c'est lié à l'altruisme, là, le 5e point qu'on ouais, verra. ouais. Et puis voilà, de toute façon, c'est toujours la base. Hein, c'est sûr que si vous suivez un indicateur de chakra, jamais on vous fera chier, quoi. Voilà. Lancer de dés, oui, donc c'est la petite nouveauté là. C'est bon, parce qu'on s'est rendu compte que bon, surtout pour le RP, même pour le combat, il peut y avoir des trucs qui peuvent être intéressants de faire résoudre avec les dés. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'avez pas envie de faire un arbitrage, voilà. Vous jugez que vous êtes blessé à la jambe, vous voulez faire une esquive, est-ce que vous prenez quand même un peu de dégâts, vous jugez. Il y a aussi des trucs avec les clones. Vous frappez aléatoire, vous créez des clones et enfin, disons que le mec en face ne sait pas vraiment enfin, on frappe un aléatoirement, il lance un dé pour savoir lequel, et puis avant vous avez décidé d'un nombre. Enfin, il peut y avoir plusieurs situations comme ça. C'est tout forcément facultatif, donc, mais ça peut servir à résoudre certains problèmes ou mettre du piment dans vos combats ou ce genre de trucs. Ensuite, l'environnement et le terrain. Du coup, dans tout combat, il faudra tenir compte de l'environnement qui aura autour. D'une part, parce que vous êtes libre d'utiliser les éléments de décor pour utiliser votre technique avantageusement et créer des combinaisons, etc. Et aussi parce que en termes de ninjutsu, plus spécifiquement, vous pouvez baisser légèrement la consommation de chakra de vos techniques si par exemple en Suiton, si vous avez un point d'eau à proximité, vous aurez moins de mal à former un dragon d'eau que si vous devez le former à partir de rien. C'est sûr. Et puis c'est aussi lié le truc de l'indicateur de chakra. Hein. Le mec il a plus de chakra sur l'indicateur, mais il a un point d'eau à côté. Il me balance Voilà, une, ça, il me balance une rambée de Suiton. Moi je dis ok quoi. voilà, c'est pas strictement quantifiable, mais ça influence un petit peu l'issue des combats et leur déroulement euh, voilà, pour être le plus RP possible tout en étant voilà, cadré un minimum. Ouais. Corrélation chakra santé, donc corrélation, bon, c'est un peu un terme mathématico-économique, mais en gros c'est que le chakra et la santé c'est lié. De toute façon c'est un peu les deux variables du système de combat au niveau de votre personnage, donc c'est pas vraiment compliqué. Mais c'est quelque chose qu'on voit très rarement et pourtant c'est quand même un principe hyper cool, enfin hyper cool et hyper stratégique euh, de mélanger un peu RP et HRP en se disant que ce que j'accepte de prendre comme dégâts, c'est du chakra que je garde. Voilà. Donc c'est tout con et pourtant c'est rare de le voir. Mais si vous, enfin, il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont quasiment pas de, ils veulent se protéger d'une rambée, mais ils n'ont pas la défense adéquate, alors ils vont chercher, tripatouiller des trucs, alors que s'ils utilisaient juste la rancée qu'ils avaient et qu'ils se prenaient un peu de dégâts, bah c'est bon, c'est pas dramatique. Ce serait pas un drame. Ça serait, bah oui, voilà. L'important Et c'est puis ça, que, ça rend les combats bien meilleurs en plus. Hein, bah oui, vraiment. enfin, c'est pour ça que parce que les gens qui sont fermés et qui disent, ouais, c'est une question seulement de chakra, etc. Bah déjà il y a des techniques du genre le vol du chakra, c'est pas vraiment un vol parce que l'utilisateur le récupère pas. Mais il y a des illusions, ces techniques comme ça. Et puis même maintenant corrélation chakra santé, il y a plein de facteurs qui peuvent faire et puis des techniques, des archétypes de techniques comme les techniques de zone qui pour la consommation de chakra vont pas faire la même, vont avoir une utilité de rang inférieur ou le cercle élémentaire. Il y a plein de trucs qui déjà de base rendent la vision, ouais, il n'y a que le chakra qui compte, erronée, mais en plus la corrélation, ça rajoute vraiment des trucs stratégiques, et puis c'est, voilà, combat Naruto, vous regardez, Un vous lisez le combat où il y a manga,
Dans tous les shonen, de toute façon, celui qui se prend rien, même One Punch Man, même Saitama, il se prend des trucs, hein, alors que pourtant il lui suffit d'un coup de poing pour gagner le combat. Donc voilà. Exact. Et du coup, il y a aussi le fait que logiquement, quand vous arrivez au bout de votre réserve de chakra, vous pouvez pas décrire votre personnage comme étant fringant et en pleine santé, hein, il sera forcément fatigué un minimum. Faut le prendre en compte quand même parce que ça peut arriver qu'on ait pu voir des personnages qui n'avaient plus de chakra, hein, mais qui étaient quand même en pleine forme pour tout le reste. Hein, non mais oser dire que votre esprit, alors que vous avez plus de chakra, votre esprit est plus vif que le mec en face qui a activé une anticipation, par exemple, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc ça a rien d'handicapant vraiment, mais c'est à prendre en compte quand même. Ensuite, du coup, deux dernières catégories qui se recoupent pas mal, l'altruisme et le fair play, c'est deux choses sur lesquelles on a vraiment envie de mettre l'accent, parce que c'est avant tout avec ces deux valeurs-là que vous allez pouvoir faire des beaux combats. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah oui, bien sûr. Donc là, on a synthétisé ça en disant que ce qui est autorisé à l'un et à l'autre, c'est-à-dire que si vous vous permettez pendant un tour de combat de faire 5 techniques, ce qui est normalement plus que limite, voire carrément déconseillé / interdit, si vous le faites, il faut être prêt à ce que votre adversaire en fasse autant. Voilà, c'est donnant-donnant, il n'y a pas de poids de mesure. On vous donne un cadre. Si avec le joueur en face, vous convenez que vous voulez aller au-delà, très bien, mais voilà, faut que ce soit mutuel. Et du coup, le fair play, ça englobe un peu le tout, hein, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que une défaite, c'est pas un drame, hein, vraiment. Faut accepter parfois les défaites, parfois elles sont presque destinées. Hein, si vous êtes contre un joueur qui a vraiment les spécialités et les pouvoirs qui vous contre, vous n'aurez presque pas le choix. Mais voilà, faut accepter les aléas pour votre personnage et aussi pour vous, pour construire l'histoire de votre personnage. Faut vraiment voir plus loin que la simple victoire. Et puis, si ça peut aussi en dédramatiser les défaites pour certains, sachez que il y a des personnages de rang S sur le forum qui n'ont pas gagné un seul combat de leur vie. Voilà. Donc, je me demande qui. On va pas donner des noms, hein, après, parce que c'est pas le but quelque part, hein, Thomas. On n'est pas là pour voilà. Ouais. Non mais oui, fair play. Et voilà, pour l'idée, voilà. Là, il y a eu un examen qui va bientôt se finir. On attend le combat d'un gros connard. Et là, vous voyez, encore une fois, on se demande de qui on parle. Hein. Il y a toute cette énigme, cette intrigue. Et forcément, par exemple, c'est pas forcément ceux qui vont être promus pour l'examen. Après, il y aura des promotions après l'acte et régulièrement tous les mois, tous les 2 mois. C'est pas forcément ceux qui gagnent les combats. Vous avez qu'à voir Shikamaru dans le manga, en fait. Oui, voilà. Même il perd et pourtant c'est le seul promu. Il perd, pourtant c'est le seul promu. Le but c'est vraiment de s'amuser. Je veux dire, toujours choisir la carte de la sûreté, jamais mettre en jeu son personnage, jamais même. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, puis bon, sur certains points, c'est même des trucs qu'on n'accepte pas, qu'on laisse faire en disant écoute, si tu veux, mais le jour où vraiment il y aura un problème, on te dira non, Coco. Mais voilà, faut pas penser qu'il faut la victoire à tout prix. C'est bien, ça place des objectifs, mais voilà, nous, on vous pose des bases. Vous pouvez en sortir un petit peu si vous voulez, mais le but c'est quand même de toujours voir la défaite possible et aussi de se poser une question, comme disait Alex, qui avait rédigé les principes de combat, qui sont plus là parce qu'on les a allègrement remplacés depuis, qui disait quand vous faites une action, quand vous rédigez un post, placez-vous à la place de la personne qui est en face, qui vous attaque, si vous faisiez la même chose, et surtout posez-vous la question de est-ce que vous le faites parce que vous voulez gagner ou est-ce que vous le faites pour le RP, pour le RP, quoi. Je veux dire, vaut mieux perdre la tête haute que gagner la tête basse. Et je dirais même, c'est quoi la citation? Attends que je la retrouve. Vas-y, parle pendant que je cherche la citation. Oui, parce que pensez bien qu'une défaite, parfois, ça peut être beaucoup plus intéressant
en termes de développement de personnage et peut-être même au-delà de votre personnage à vous, ça peut être plus intéressant que de vouloir chercher la victoire à tout prix. Voilà. Puis de toute façon, si c'est parce que, enfin, si tout le monde avait la même vision, qu'on avait la même vision que certains, de ouais, la victoire à tout prix, on ferait un forum, on changerait tout le système, on ferait un système stat, et puis je pense pas Ah que oui, ça oui, serait voilà. plus intéressant. Là, Ce serait celui qui serait le plus malin pour enfin, tirer les ouais, meilleurs partis. plus malin mathématiquement, c'est pas ça qu'on Voilà, veut, oui. c'est pas ça qu'on veut. Donc On peut être voilà. malin sur SNH, il n'y a pas de souci. On peut être un peu sournois, un peu fourbe, mais Et voilà, non, mais oui, faut juste dire que c'est possible de perdre et que des fois même c'est mieux. Et que l'important c'est toujours, voilà, à vaincre sans gloire, d'ailleurs, on du triomphe coup, sans je sais du pas coup, quoi. Je sais pas. ouais, C'est quoi, attends? on a À vaincre, à combattre sans. Attends. sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ça? Je crois que c'est Peut-être, ça. peut-être. Je vais vérifier, vas-y, parle. D'ailleurs, pendant que tu cherches ton autre citation, Non, c'est ça, là. on Vas-y. peut aborder les actions cachées Ouais, très brièvement. vas-y, les actions cachées. Parce que ça peut sembler bizarre, mais c'est pas mal lié au fair play aussi. C'est-à-dire qu'une action cachée, donc déjà, la base, c'est quand vous faites une action cachée, donc que vous lancez une technique sans la placer dans votre résumé ou sans dire ce que vous faites, vous devez toujours préciser le rang de l'action cachée, toujours. Donc gardez ça en tête. Mais aussi garder en tête que les actions cachées, ça ne doit pas être fait n'importe comment. Que toutes les techniques ne peuvent pas être utilisées en action cachée. Vous ne pouvez pas vous rendre invisible et rendre ça une action cachée, par exemple. Parce que vous ne pouvez pas cacher le fait que vous êtes caché. Vous me Voilà. suivez Pareil, vous ne pouvez pas cacher un coup de poing, donc ça semble assez logique, hein, mais et vous ne pouvez pas cacher des choses aussi qui vont mener à des contre-RP. Ça, c'est des choses que certains ont l'habitude de ça sur d'autres forums. Ça peut arriver, j'ai rien contre ces gens-là, hein, absolument pas. Mais sur SNH, on essaie vraiment d'éviter les contre-RP et de faire en sorte que tous les postes dans leur intégralité de tous les joueurs soient pris en compte en entier. On Voilà. va pas aller annuler la moitié d'un poste adverse parce que on a dit qu'on faisait un truc avant son action, etc. Voilà. On Puis prend les actions de son adversaire. oubliez pas qu'il faut quand même laisser des indices dans vos RP. Genre si vous en parlez, Voilà. Et si vous n'en des parlez pas indices du cohérents. tout d'une technique ninjutsu, vous parlez pas de mudra, vous parlez de que dalle, on n'acceptera pas. Qu'il faut envoyer une requête au staff, une Oui, requête aussi, action ouais. cachée, c'est la même zone. Ça nous permet, dans un cas de litige, de pouvoir dire oui, on a reçu telle chose. Et oubliez pas que il y a d'autres façons, des alternatives aux actions cachées. Le fait par exemple de des techniques à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'une technique tout con, vous balancez une vague de terre, vous mettez pas la totalité de la description de la technique, le mec en face doit peut-être esquiver, il doit peut-être sauter, sauf que s'il retombe dessus et qu'après vous complétez votre technique en disant que c'est de la boue, ça peut marcher, pourtant vous n'avez pas utilisé d'action cachée. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Ouais. Je pose une question comme si on allait me répondre. et, et, Mais oui, tout à fait, t'as raison. et, Oh. putain, ils ont tué Kenny. Et quoi d'autre? Et puis que aussi des fois le fair play, justement en ne mettant pas d'action cachée, vous pouvez inciter le joueur à être fair play en face. C'est-à-dire que bah, si je commence à baser toute une stratégie et que je la dévoile à mon adversaire, bah lui se posera la question, sauf que en se disant ouais si j'arrive à la contrer, est-ce que je suis vraiment fair play là-dessus? Voilà. Puis Parce que il y a plein de faut trucs. faire Il le. y a les dés aussi. Hein. Je le répète hein, avec l'exemple des clones. Si vous créez un clone, vous créez 5 clones. Donc il y a 6 entre guillemets 6 personnages comme vous qui sont sur le terrain. Vous dites que l'original sur les 6 c'est le numéro 3 par exemple, et que la personne en face a en attaque un au pif. Il tire un dé, un dé 6, un dé à 6 faces, où il se démerde pour tirer un autre dé et puis il transfère les valeurs, il explique bien. Je frappe un clone au hasard, il tombe sur le numéro 4, bah voilà. Ça permet. Là, il n'y a pas d'action cachée, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas d'arbitrage, Ouais, etc. ça résout ce genre de situation. Et pour conclure sur les actions cachées, de base, elles sont autorisées.
Mais vous pouvez les refuser. Mais vous pouvez les refuser durant le premier tour d'un combat. Voilà. Ouais. Et à partir du moment où une personne les refuse, elles sont refusées, mais pour tout le monde. Désactivées entre guillemets. Mais voilà. Donc c'est voilà, et puis donc c'est pour ça que c'est facultatif, c'est pour ça qu'on voulait en parler dans ces principes-là, ces principes avancés. Et je le répète, hein, même quand c'est désactivé, il y a toujours moyen de faire un peu la même chose. Et si vous voulez jouer avec, en tout cas, gardez à l'esprit, c'est différent une action cachée hors RP et dans le RP. Hein. Voilà. C'est vouloir cacher quelque chose au personnage dans le RP, c'est une chose, et vouloir cacher quelque chose au joueur réel qui joue le personnage, là, on entre dans quelque chose qui n'est pas franchement... voilà. C'est pas que c'est pas fair play, c'est que c'est pas comme ça qu'on aimerait privilégier les combats. C'est ça. Sur ce, c'est sur ces belles paroles et sur la belle citation de à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, Allez la replacer, c'est bien. Voilà, qu'on va s'arrêter là. Je vous invite tous à deviner quel est le connard qui bloque la fin d'examen de Chun-Li et donc les promotions. De même que celui qui n'a jamais gagné un combat et qui s'est rendu jusqu'au rang S, on ne sait pas comment. Voilà. Petit indice, hein, je pense qu'ils font la vidéo. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée, un bon acte, bon RP, bonne fête de début d'année. On est encore en janvier, on a le droit, bonne année. Et voilà, bisous, bon RP. En espérant que la vidéo elle vous aide. Et puis n'hésitez pas à signaler des trucs qui peut-être dans les mois à venir seraient plus bons, etc. On peut les modifier les vidéos, donc n'hésitez pas. On peut faire ça. On espère notre pouvoir. Voilà, on espère que ça vous a aidé. Et puis on vous souhaite à tous un très bon RP. Un très bon RP et de bons combats. Allez, bisous. Ouais. Salut.